Quand on parle des frais de scolarité, c'est pas rien qu'une question de gros sous, c'est une question fondamentale de principe de l'éducation, l'importance de l'éducation pour une société comme le Québec. Bon, puis la gratuité, ça m'apparaît tout à fait naturel, normal, que la société absorbe ça, les frais de scolarité. Alors donc, c'est pas une question de gros sous pour demain, puis tout ça, puis pour les familles, pour vivre aujourd'hui. C'est le principe de la valeur de l'éducation pour une société comme la nôtre, qui était en jeu. Puis les étudiants, ils sentaient bien ça. C'est venu des étudiants, c'est venu d'eux autres. Ça veut dire que ça correspond à un besoin. L'amour peut transformer un instituteur en aubergiste ou une postière en choriste. La guerre peut voir un peintre devenir tireur d'élite ou une caissière se muter en mécanicienne. Mais c'est la vie, celle qui bat, qui file, qui fait et défait. La vie qui sait surprendre, pour le meilleur ou pour le pire. Bref, la vie qui peut déclencher la métamorphose d'une doctorante paisible en chef de groupe, avec plein d'objectifs mesurables à atteindre. Des sourires aussi larges que contagieux à distribuer et des valeurs précises à ne jamais trahir. Le signal qu'assène la vie à notre doctorante est de lui confier la direction de son association étudiante. Cela sans qu'elle n'ait pu préméditer une telle invraisemblance. « J'accepte, dit-elle quand même, en s'épinglant un petit carré d'étoffe rouge bien évocateur, misérable retail de chiffon qui rappelle le fait que les étudiants sont carrément dans le rouge et que d'augmenter radicalement leurs frais de scolarité n'est vraiment pas une bonne idée. Ce geste posé, un geste lourd de conséquences, elle abandonne ses études. La doctorante silencieuse est donc devenue une stratège fonceuse, mais aussi une maestra de la tonitruance estudiantine et des casserolades vespérales. Et la vie continue son ressourcement dans le chaos. Comme l'ex-doctorante a aimé ce long stage, elle a continué, puis elle a goûté au monde des médias. Elle a tâté de la politique et s'est promenée, clé en main, dans de sérieuses organisations, se perfectionnant chaque fois, d'où l'expression « fabrication atypique » pour décrire la mutation de Martine Desjardins. À qui la rue? À ceux qui sont debout. Bonjour, Martine Desjardins. Bonjour. On vous connaît depuis 2012. En fait, le Québec entier a commencé à vous connaître en 2012, lors du mémorable soulèvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité. On vous a vu, vous et vos collègues, Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin, Jeanne Reynolds aussi, qu'on entend moins parler. Vous êtes devenus des vedettes du jour au lendemain. Si vous étiez des figures de proue du mouvement étudiant, ça a duré longtemps, plusieurs mois. On parle beaucoup de 2012, mais les manifestations ont commencé sur un 6 décembre 2010 à Québec, où ils se tenaient un forum pour savoir à quelle hauteur la hausse allait être mise. Puis ensuite, en 2011, je dirais, là, dans les premières que moi j'ai organisées, le 28 septembre 2011. À Jonquière. C'était ponctuel, par exemple. En fait, c'était des... ça faisait partie, on avait tout un plan déterminé. En fait, moi, j'ai été élue à la tête de la Fédération étudiante universitaire en 2011, en avril 2011. Le 1er mai, j'étais en poste et on a tenu un lac à l'épaule avec mon équipe. On était 12. C'était une petite équipe. Ça comprenait aussi les employés. L'idée, c'était de faire un plan pour l'année en fonction de nos objectifs et tout ça. Puis on avait aussi des mémoires à produire, parce que la Fédération produisait beaucoup de mémoires, beaucoup de documentation. Puis on avait établi un plan d'action en se disant, on vise le budget
2012 pour que dans le budget, il y ait un changement sur la hausse des droits de scolarité qui venait d'être annoncé en mars 2011. J'annonce donc qu'à l'automne 2012 et à chacune des 4 années suivantes, les droits annuels de scolarité augmenteront de 325 $. Je suis née le 4 septembre 1981 à Montréal, la première de 3 enfants. J'ai une sœur et un frère et j'ai été très sportive moi, dans ma vie depuis toute petite. En fait, j'ai toujours voulu faire du sport de compétition. Mon père qui voulait absolument pas que je fasse du soccer, puis c'est ce que j'ai fait. Puis, moi, j'étais une des premières à aller à l'université. Ma mère a fait un cégep. Mon père n'a pas fait de longues études non plus. Donc, je suis une fille de famille, en fait. Oui, ma famille, pour moi, ça. c'est très, très, très important. Puis c'était important aussi de leur faire profiter aussi des bons côtés parce que ma soeur et moi, on se ressemble beaucoup physiquement. Mon frère aussi, en fait. On peut pas se renier dans la famille. Et ma sœur s'est fait beaucoup invectiver, en fait, en 2012, parce que les gens croyaient qu'elle était moi. Donc, tu sais, pour moi, c'était important de redonner... C'est une affaire familiale, finalement. Oui, c'est ça. Ils ont subi autant. Tu sais, mon père, au travail, il travaillait dans une shop, puis c'est ça. Tu sais, des fois, les gens étaient un peu critiques des étudiants, tu sais, tout cul dans le bec et tout ça. Ouais. Donc, tu sais, un genre d'atmosphère, puis lui, tu sais, il m'avait défendu. Fait que c'était vraiment quelque chose qui... En fait, dans la famille, c'est toujours été comme ça. On fait nos choix et on les assume, mais on va être appuyé. C'est-à-dire, si j'avais dit à mes parents, je vais aller faire ça, puis voici ce que ça va donner, ils m'auraient probablement déconseillé de le faire. Mais une fois que je suis à l'intérieur d'une situation, je vais avoir leur entière collaboration. Et leur support. Totalement. Puis, je vais donner un exemple. Juste avant la loi 78, il y a eu un moment un peu charnière où Léo était venu mettre énormément de pression, me disait que c'était de ma faute si ça se réglait pas, etc. Puis que là, je devais appeler la ministre pour trouver une solution. Puis là, je me disais, mais je peux pas appeler la ministre parce que c'est se mettre à genoux. Ouais. Je vais dire, je vais montrer toutes mes cartes puis dire que là, j'ai plus de solution, puis aidez-moi, ça fonctionne pas. Puis surtout qu'on a une menace de loi spéciale. Puis bon. Puis je me suis dit d'avoir appelé ma mère. J'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, écoute, tu comprendras pas ce que je vais te dire, mais fais juste écouter. puis dis-moi ce que tu me conseilles. Puis en fait, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle dit, j'ai confiance en toi. Tu vas être capable de le faire. Je comprends absolument rien de ce que tu me dis, mais j'ai confiance en toi. Elle dit, t'es capable, tu t'es rendu jusque-là. Pourquoi là, tout d'un coup, tu doutes? Qu'est-ce qui fait que là, tes décisions qui étaient les bonnes jusqu'à maintenant seraient plus valides? C'est bien vrai, ça. Puis je suis retournée, je me souviens, je suis retournée très déterminée dans ma chambre d'hôtel. Je disais à mon attaché politique, je dis, voici la stratégie qu'on va faire. J'assume, faisons ça, rappelons nos associations, puis on a réglé le problème comme ça. Mais c'est ça. Donc pour moi, c'est ça. Si j'avais à définir ce que je suis une fille de famille, je suis une sportive, j'ai toujours été, je suis très... C'est ça. Moi, c'est... Tu sais, une qualité pour moi, c'est de la solidarité. C'est une fois que quelqu'un est rentré dans ma famille, que ce soit proche ou loin, cette personne-là pourra toujours compter sur moi pour les défendre. C'est comme ça qu'on se tient, on est un clan. Okay. On a toujours été un clan. C'est plus fort encore. C'est plus fort encore. Oui, exactement. T'sais, pour nous, la famille, c'est tout. Ça veut pas dire qu'on s'entend toujours bien et qu'on est toujours d'accord. On comprenait un peu comment fonctionnaient les médias, comment fonctionnait la politique. On avait vu neiger un peu quand même si on était... Moi, j'étais un peu plus vieille que les autres, mais les autres avaient été aussi dans le mouvement étudiant en 2005, 2017, des fois, à certains niveaux. Autant j'en parle d'un sentiment très positif, autant ça reste quand même une période de ma vie très sombre. Tu sais, je veux dire, c'est difficile. Très difficile, ouais. Parce qu'on n'est pas préparé. Je veux dire, vous étiez. Moi, j'étais étudiante au doctorat en éducation. Ça n'a rien à voir avec les prises de parole devant les médias. Non, puis devant les 100 000 personnes sur le dessus d'un camion le 22 mars, il n'y a rien qui te prépare à affronter une foule de la sorte ou à aller chanter avec le colocasse au francophonie. Je veux dire. Moi, j'étudiais pas pour faire ça, là. Du tout. Moi, j'allais devenir professeur d'université. J'avais même refusé un poste à Sherbrooke, qui était un poste un peu temporaire, là, je pense, de professeur invité, le temps que je finisse mon doctorat. Je venais juste de refuser, en fait, ça, que je me suis lancée à la FEUC. Le directeur de thèse, à ce moment-là, comprenait pas trop ce que je faisais. Dans ma tête, moi, j'allais devenir professeur d'université. Puis après 2012, j'ai plus jamais remis les pieds
Même quand j'ai changé de cours. Ah non? Non, j'ai pu accepter des charges de cours. J'ai pu postuler pour des charges de cours. J'étais plus capable de d'être dans ce milieu-là. Non. Puis est-ce que c'est un petit peu de choc post-traumatique, peut-être. Là. Je n'irais pas jusque-là parce que ça peut. Mais quand même, là, après ça, j'ai eu une passe un peu plus, un peu plus difficile. Et, dans le passé, au secondaire, au cégep, est-ce que vous étiez impliqué dans les associations étudiantes? C'est arrivé beaucoup. Au doctorat. Tiens, voilà, on va faire ça. Oui, mais en fait, c'est parce que moi, j'ai toujours été très sportive. Je fais partie de l'équipe de handball du Québec, j'ai fait partie du soccer au Varéor à Sherbrooke. Donc, moi, j'étais très impliquée. J'étais souvent capitaine d'équipe dans mes équipes. Mais il y avait un côté leader. J'avais quand même un côté leader, ça, c'est clair. J'étais représentante de classe à certains moments, mais pas vraiment structurée. Oui, exact. J'avais pas peur de prendre la parole. Là, si on avait besoin de quelqu'un qui allait en avant, pas de problème. Donc, ça a souvent été... Ça a été un peu dans mon cheminement. Puis, en fait, le mouvement étudiant est arrivé dans un moment où, dans ma tête, je m'ennuyais à mourir. Parce que je suis une petite bête sociale. Puis j'aime ça parler avec des gens. Puis moi, d'écrire une thèse de comme... OK, enfermé dans son bureau. Enfermé dans mon bureau à l'UQAM. Puis à ce moment-là, il y a eu comme une série de courriels là, qui appelaient une représentante ou une élue des cycles supérieurs à la faculté d'éducation de l'UQAM, à la NES. On est en 2009, j'ai aucune idée c'est qui. Et je me présente, j'ai personne d'autre, donc je suis élue. Et rapidement, j'occupe plein de postes cette année-là, parce qu'il y a plein de gens qui s'en vont. Donc, je me retrouve vice-présidente aux finances, etc. L'année d'après, je suis devenue présidente. Puis, il y a eu une formation pour les jeunes femmes dans le milieu étudiant qui était donnée par Femmes politiques et démocratie. C'était la première formation, puis Emmanuel m'avait fait une entrevue qui était filmée. C'est une entrevue pour qu'on voit un peu nos tics nerveux de langage physique, etc. Pour qu'on apprenne à se présenter. Puis elle m'avait demandé, puis il fallait trouver un poste électif. Là, puis elle m'avait dit, donc, vous présentez comme présidente à la Fédération étudiante universitaire, pourquoi? Puis c'est supposé rester dans notre groupe de discussion. Puis évidemment, on est dans le mouvement étudiant, donc là, ça s'est propagé. Et à partir de ce moment-là, l'idée d'avoir une femme à la tête de la Fédération étudiante universitaire, qui est la deuxième en 25 ans d'existence, là, a fait comme son petit bout de chemin. Puis après ça, c'était... Ben oui, ça fait totalement du sens pour nous. C'est Martine, c'est personne d'autre. Donc, j'ai commencé à subir une pression assez forte. J'étais très loin d'être à fuck à ce moment-là. Je veux dire, en 2005, moi, je finissais mon bac, là, quand il y a eu... Fait que j'ai voyé les mobilisations, mais c'était plus comme... C'est ça. C'était pas tant... Puis c'est pas les parents, c'est pas ou des gens proches qui étaient des gens syndicalistes, on va dire. Non, tu sais, je veux dire, ma mère était plus, cadre. Mon père avait été représentant syndical, mais pas très longtemps, mais tu sais, il était quand même impliqué. Je veux dire, c'est des gens qui sont politisés. Je veux dire, en fait, c'est l'ennui qui vous... En fait, c'est totalement l'ennui, c'est totalement... Ça a l'air... Mais après ça, c'est sûr que j'y ai pris goût. Goût au point, d'après tous ces événements-là, de justement aller en politique. Oui, exact. Plus en 2014. Mais, Avant la mobilisation, tout ce qu'ils ont fait avant, c'est incroyable. Ils allaient dans les classes, ils allaient expliquer qu'est-ce que c'était que l'augmentation, en quoi c'était pour porter atteinte à leurs études, que c'était pour travailler plus, pour arriver à payer davantage. Ils ont fait un travail d'éducation, dans le fond, ils ont fait un travail d'éducation incroyable. Alors, quand est arrivé le mouvement vraiment de grève, mais tous ces jeunes-là avaient eu de l'argumentaire. En février 2012, force est de constater que ça n'arrivera pas. L'ouverture, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas rien qui se passait vraiment. Donc là, j'ai pas eu le choix de revenir, parce que c'est des élections chaque année, c'est des élections annuelles, donc je m'étais remis en position d'élection. Puis non, c'est ça. En se disant, oui, là, il faut y aller. Là, il faut y aller, il faut le finir, puis je vais me rendre jusqu'au bout, puis je vais terminer. Parce qu'en même temps, j'avais aussi un sentiment de, si je le termine pas, qu'est-ce que je vais dire?
que je mets le feu au poudre et que je me sauve. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va vouloir embaucher une femme comme ça. Il n'y a pas personne qui va se dire « c'est la personne que ça prend. » Tu sais, quand ça commence à chauffer un peu, elle fuit. Je vais prendre mes responsabilités, je vais faire mes devoirs. On s'était dit, on va faire un plan pour un peu... j'ai utilisé le mot « titiller » les médias, parce qu'il n'y a rien qui enrage plus un média national qui est basé à Montréal que des actions qui se passent un peu partout au Québec, mais pas à Montréal. Okay. Donc, on a commencé à Jonquière, ensuite ça a été Rouyn, ensuite ça a été Rimouski, Sherbrooke et la grande manifestation le 10 novembre 2011 à Montréal. Sous la pluie, il faisait très froid en fait, et là on avait tous les médias nationaux qui couvraient. Okay. Puis ensuite on a un peu oublié ça, mais nous, c'est ça. Après, nous, on a repris nos sacs à dos, on est reparti dans les régions pour déterminer quand est-ce qu'on commençait à être en grève de façon plus sérieusement. Puis ils sont partis beaucoup trop tôt, en fait, mi-février pour certains. Beaucoup trop tôt parce que c'est pas très difficile de mettre des étudiants en grève, là. Ce qui est difficile, c'est de les maintenir. Puis nous, notre objectif, c'était que le 22 mars 2012, qu'on prévoyait être un peu en même temps que le budget. Puis finalement, ça a été une super belle réponse parce que le budget 2012 a été fait le 20 mars 2012. Donc, c'était comme vous étiez en réaction. C'est comme si on était en réaction... Je veux dire, une petite manifestation de 100 000 personnes en réaction à un budget qui s'est passé 2 jours plus tôt. Et ça prenait 1 an à planifier. Mais ça avait l'air d'être pratiquement spontané, en fait, comme réaction, alors que ça ne l'était pas du tout. C'était très planifié, c'était très, comme, organisé. Donc, c'est ça. Les gens sont partis beaucoup trop tôt, en fait. Parce que les maintenir en grève pendant 1 mois, là, si on part, par exemple, le 15 février, il faut qu'on dure jusqu'au 22 mars. Il faut trouver des occupations, ça prend beaucoup de motivation, puis les gens ont le temps de se tanner, de ne pas être en cours, puis de trouver d'autres occupations ailleurs que l'école. Et là, à ce moment-là, c'est un autre problème. Mais on savait qu'il fallait commencer un peu plus tôt, donc on avait mis les premières au début mars, en se disant 3 semaines de grève, ça reste quand même possible pour certaines facultés ou certains programmes. Mais c'est ça, c'est parti beaucoup trop tôt, donc il a fallu... et c'est surtout que ça crée comme un genre d'engouement aussi, ou même dans des facultés où habituellement seulement discuter de la grève, c'est rapidement éteint. Je me souviens d'un débat à Polytechnique, par exemple, où les étudiants, on leur proposait une journée de grève pour le 22 mars, puis ils étaient en train de mettre une 2e journée de grève. Puis là, on se disait, mais faites pas ça, là, vous allez tuer la possibilité d'avoir juste, ne serait-ce qu'une journée de grève. Je pense à la faculté de médecine à l'Université de Montréal, entre autres, qui ont fait quand même presque 1 semaine et demie, je pense, de grève, ce qui est du jamais vu. Mais eux, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est de lancer une compétition, une saine compétition avec d'autres facultés de médecine à travers le Québec. Ils les appelaient en disant, nous, on vient de voter pour 3 jours, vous? Qu'est-ce que vous faites? Exact. Donc là, ils se relançaient comme ça. Donc ça a duré quand même un petit moment. Sortir dans la rue comme ça, je pense que ça a dépassé tout le monde. Il n'y a pas personne qui a vu venir ça, là. Même de voir l'unité des 3 organisations étudiantes, parce que les cégeps, puis la classe, puis la FEC, idéologiquement, c'était très, très différent. Et il y a eu une unité qui s'est faite, que personne n'avait vu venir. Il s'est fait un front commun chez les étudiants, comme il s'en est fait en 72 dans les négociations du secteur public. C'était vraiment un genre de moment, je dirais, assez clé où les associations étaient en bonne santé financière, ressources humaines, il y avait quand même beaucoup de monde, où il n'y avait pas trop d'animosité non plus, où ça permettait d'avoir une genre de vision commune aussi qui a permis de faire avancer les choses. Puis il y avait une grande préparation aussi de notre part. On avait vu d'autres mouvements se faire. Pour la Fédération des étudiants universitaires. Ouais. Mais est-ce que c'était aussi bien organisé aussi dans les autres associations? C'est dur pour moi de parler pour les autres associations. C'est sûr que du côté de la FEC, je connaissais un peu plus leur fonctionnement parce qu'on avait des rencontres communes. Puis eux étaient très liés avec notre planification à l'interne parce que c'était vraiment un dossier universitaire. C'était des frais universitaires. Donc du côté de la FEC, c'est un autre type d'organisation. C'est-à-dire, eux, ils étaient en grève pour appuyer les universités ou pour leurs futurs frais de scolarité qu'ils ne payaient pas encore. Pas encore, mais qu'ils voyaient venir. Exact, c'est ça. Donc, c'était une autre dynamique.
Donc, eux, il y avait leur programme à l'interne, mais il était très, très, très lié à ce qu'on faisait au niveau universitaire. Puis c'est surtout, il n'y avait pas de données. Donc, nous, on avait des données sur le travail étudiant, sur l'endettement étudiant, etc., qu'on avait construit à travers une vaste recherche qui avait été créée en 2009, en fait. Donc, ça faisait longtemps qu'on était préparés, là. Vous étiez celle qui sortait ces chiffres-là, d'ailleurs. Oui, oui, exact. Mais on était les seuls qui l'avaient. C'était... En fait, c'est parce que le gouvernement devait faire aux 3 ans ce type d'études-là pour connaître un peu l'état des lieux auprès de la population étudiante. Puis depuis 2006, ne tenait plus de registre. En fait, avait comme abandonné cette possibilité-là. Et en 2009, il y avait la rencontre, en fait, c'est la commission sur l'éducation où chaque recteur, directeur vient plaider, enfin, je dis plaider, mais il devrait venir faire rapport à l'Assemblée nationale de la gestion des fonds publics. Et en 2009, chaque recteur était venu plaider pour une augmentation des droits de scolarité. Donc, c'était très orchestré par la CREPUQ, évidemment. Donc, on voyait ça venir. En 2010 et 2011, il y avait une mention dans le budget qui disait qu'il allait avoir une augmentation de droits de scolarité. Donc, c'était pas un secret. Et nous, c'est ça, on avait des données qui s'en venaient. Donc, en 2010, on avait des données sur l'endettement étudiant. Quand moi, je suis arrivée à la FEUC, il nous restait à produire le mémoire sur le travail étudiant, puis les études supérieures également. Mais ça nous permettait d'avoir des données aussi formidables pour la mobilisation. Savoir, par exemple, qu'à Rouyn-Noranda, l'étudiant moyen, c'est une jeune mère dans la trentaine avec des jeunes enfants, mais ça change la perspective quand on vient faire, en fait, de la mobilisation. On ne va pas leur parler de la même façon qu'on va parler à un étudiant de Rimouski qui est dans la jeune vingtaine, qui n'a pas d'enfant à charge. Là. C'est comme, il y a deux visions complètement différentes. Donc, il y a vraiment, c'était vraiment très, très instructif pour nous, pour préparer le terrain. Le mouvement, là. Oui, oui, totalement. En fait, ces données-là, moi, j'ai toujours cru, en fait, oui, il y a de la mobilisation, mais notre objectif, c'était de démontrer le sérieux, en fait, de nos demandes, puis le fait qu'on n'était pas juste là pour dire non, on ne veut pas payer plus. Aujourd'hui, je pense que quand on parle d'inflation, étant donné que ça touche monsieur et madame tout le monde, il y a des inflations de 15 20 les gens ils comprennent un peu plus, mais à l'époque, on parlait de 75 d'augmentation. C'est énorme comme augmentation, rapide en plus, en 3-5 ans. On dirait que les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que ça... Puis de façon générale, les gens pensent aussi que les étudiants universitaires sont déjà choyés, ont déjà plus d'argent que les autres, donc ils se plaignent le ventre plein, etc. Donc il y a vraiment comme... À mon sens, il y avait vraiment une obligation de notre part de venir faire des démonstrations. Puis de l'autre côté, il y avait aussi la CREPUQ qui disait, bien nous, on est en déficit de 400 millions, 600 millions. À la fin, je pense que c'était 800 millions de dollars même. Là, il y avait de l'inflation dans ça. Il y avait de l'inflation dans leur déficit structurel. Donc, de comprendre aussi comment fonctionnait l'immobilisation, comment fonctionnaient les prêts et bourses. Pour nous, c'était important d'avoir des données pour quand le gouvernement dit, bien écoutez, vous devez faire votre juste part, je mets des guillemets. Et nous, on pouvait dire, mais écoutez, on travaille déjà plus que la moyenne canadienne. On est à 19 heures par étudiant par semaine de travail à l'extérieur des études. C'est pas viable. Pour réussir à payer ce qui est... Puis ne pas s'endetter. L'endettement moyen est à 19 000 à la sortie des études. Je veux dire, arrêtez. Ces chiffres-là vous reviennent comme si c'était hier. Là. Oui, mais c'est des chiffres que j'ai appris. C'est pas possible de me sortir ça de la tête. C'est pas possible. Je pourrais pas y aller de façon spécifique. Là. Par exemple, un étudiant à la maîtrise. Mais je me souviens qu'à la maîtrise, on passait le cap des 20 000. Là. Donc, puis ça dépendait aussi des différents programmes. Mais oui, c'est des chiffres qui me reviennent assez facilement. Là. Juste parce que je l'ai répété, répété. Les jeunes qui ont dans les carrés rouges, ils avaient de la maturité, ils étaient moins naïfs que moi, plus conscients des enjeux sociaux, puis des luttes sociales, puis des rapports de force, mais avec un discours très concret, très ancré dans le réel, puis moins rigide, plus pragmatique en même temps. Ils avaient intégré le discours, puis ils étaient capables de le transformer dans une lutte, puis dans des objectifs concrets de leur lutte. Quand je
disais tantôt, ça a duré longtemps. C'est que ça, dans l'actualité, là, en tout cas pour nous, pour le commun des mortels, c'est comme de février à septembre. Oui, exact. Oui, exactement. Puis en plus, il ne se passait rien. Le Canadien n'était pas dans les séries. Donc, ça aide à être sur le... Oui, on rit, mais ça aide vraiment, en fait, à faire l'actualité parce qu'à ce moment-là, il ne se passe rien. Donc, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis là, il y a un mouvement étudiant, puis ça fait la une. Donc, ça permet quand même d'avoir, une certaine exposition médiatique qui permet d'aller chercher une partie de la population derrière la cause. Parce que c'est ça le but, c'est de convaincre aussi la population du bien fondé de notre cause pour être capable de faire avancer, puis de mettre une pression sur un gouvernement qui, là, était... Oui, ça allait faire 10 ans qu'il était au pouvoir. Donc, qui avait eu quand même... une certaine usure. Une grosse usure. Puis il y avait quand même aussi tout le vent de la corruption. C'est juste avant qu'il y ait la commission Charbonneau. C'est juste avant que... Donc, il y avait quand même beaucoup de bruit de fond. Donc, pour le gouvernement, lui, c'était une occasion en or d'avoir un levier politique là, incroyable pour se faire élire. Là, ces étudiants qui vont... Ils sont en train de casser. Ils sont en train de tout casser, là. Puis là, franchement. Mais c'est ça, tu sais, qui sont là, puis qui se révoltent et tout. Donc, tu sais, la loi et l'ordre, c'est un levier politique souvent très, très, très populaire. Puis la population a tendance à vouloir voter pour la loi et l'ordre. Mais ça n'a pas été très payant, finalement, pour eux. Est-ce que tout le long de cette période-là, de février à septembre, on va dire, est-ce que vous avez senti que vous aviez l'appui de la population? Ou... En fait, le 20 mars, il y avait un budget. J'étais au huis clos des médias à Québec, à l'Assemblée nationale. Et on avait un sondage qu'on avait fait à ce moment-là avec Léger qui nous disait qu'on avait à peu près là, entre 65 et 70 % de la population qui nous appuyait, ce qui est majeur, en fait, presque du jamais vu dans le mouvement étudiant. Puis cette journée-là, il y a eu l'occupation du pont Jacques-Cartier par un groupe qui n'était pas relié, chez nous. Non, pas du tout organisé. Puis en fait, ça crée un problème parce que tous les porte-paroles des différentes organisations, Léo, Gabriel et moi, on était dans le huis clos médiatique. Donc, on ne pouvait pas être à l'extérieur. Et communiquer. Et passer dans les médias. Puis, donc, c'est mon vice-président qui est allé dans les médias pour aller dire non, mais écoutez, nous... Puis là, à ce moment-là, on ne pouvait pas dénoncer. Tu sais, il y avait quand même tout un genre de discours et langage. Donc, il avait patiné toute la journée devant les médias nationaux parce que l'AC refusait d'aller parler dans les médias alors que visiblement, ça venait de leur base. Donc, c'est la FEUC qui a encore une fois pris la balle au bon, là, mon vice-président qui était allé là. Et après ça s'est mis à dégringoler. Là. À la fin, on était presque du 50-50 de gens qui appuyaient, qui désapprouvaient. Mais c'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup, mais quand on est rendu à ce niveau-là, c'est le premier qui va faire une erreur, en fait, qui va remporter la mise. Puis je pense que du côté d'un parti politique puis d'un gouvernement qui, son but premier, c'est de se faire réélire, bien, il voyait là une opportunité d'aller faire un petit gamble. De faire du capital. Ah, totalement. De se faire du capital, d'aller jouer un peu sur ces cordes-là, puis d'essayer de voir s'ils ne pouvaient pas passer outre tous les bruits de fond qu'on entendait. Des états forts, des forces de conviction, des capacités d'analyse de la situation, puis capable d'affronter, puis de rallier le monde. Là. Il y a des éléments dans ça, les jeunes, là, qui sont très brillants. Et puis, je pense que ça va nous faire des leaders intéressants. La maudite politique partisane des vieux partis, y compris le PQ, là, il faut que ça change, ça. Il faut que ça change. Qu'est-ce que vous avez pensé des porte-paroles gouvernementaux à cette époque-là? Les différents ministres qui sont intervenus dans le dossier? Oui, c'était particulier parce que, bon, il y avait Lynn Beauchamp, déjà, au départ, qui était là. Qui était quand même une ministre qui avait été largement appréciée, qui a fait beaucoup avancer des causes, elle était en environnement avant d'arriver en éducation, qui venait d'une famille, en plus, avec des gens dans le communautaire, en éducation, etc. Donc, on avait comme un genre d'a priori un peu positif. On allait pouvoir comme faire changer les choses, mais on n'était pas naïfs, là. On savait quand même qu'elle avait... C'est pas elle qui décide. Ouais. Et l'autre objectif aussi, c'était Raymond Bachand, quand même, qui était ministre des Finances, qui, lui, avait mis ça dans son budget. Donc, on essayait quand même mais il nous ramenait toujours
Lynn Beauchamp devant. Là. On se cachait un peu derrière Lynn Beauchamp. C'est la ministre responsable. Totalement. Puis Raymond Bachand n'était pas là. C'était plutôt Alain Paquet, à ce moment-là, qui était sous-ministre adjoint aux finances, qui est un professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, entre autres, mais qui était élu à ce moment-là. C'était Alain Paquet, Michel Courchaine puis Lynn Beauchamp, qui étaient toujours dans nos rencontres quand il y a eu des négociations. Là, ça aussi, on va mettre ça en guillemets. Quand il y a eu des discussions avec le gouvernement officiel. Ça négociait pas, ça je comprends. Ça négociait jamais. Là, dès que ça commençait un peu à discuter puis qu'on trouvait des solutions, on levait les tables, on revenait 12 heures plus tard. C'était vraiment de la gestion un peu particulière. Donc, c'était vraiment... Mais c'était... Puis, en fait, Michel Courchaine, c'est ça, elle est arrivée. Elle connaissait le dossier. Elle avait déjà été ministre de l'Éducation. C'est elle qui avait mis la question des frais afférents en 2008, entre autres. Donc, il y avait quand même... C'est ça, elle avait quand même une certaine connaissance du milieu. Elle avait vécu aussi plusieurs négociations avec le mouvement étudiant dans le passé. Donc, elle était un peu comme... Puis, il y avait quand même une drôle de dynamique entre les deux. Entre Lynn Beauchamp et Michel Courchaine, il y avait un genre de compétition, des fois un peu malsaine. OK, parce qu'il y en a une qui avait plus d'expérience. Oui, puis tu sais, comme qui allait comme présenter les choses et tout. Tu sais, je me souviens... Petite guerre de pouvoir entre les deux. Ah, totalement. Puis tu sais, je me souviens d'être dans une discussion. Ils se sont battus pour aller écrire sur le tableau derrière, là, 3 lignes, je pense. Mais battus... non, moi, je vais y aller. Puis non, moi, donne-moi le... C'est moi qui est là avant. Puis je me disais, mais c'est absurde. Puis j'avais comme Michel Arsenault qui me regardait en me disant, peux-tu croire que c'est des femmes qui sont battues pour arriver là où ils sont puis sont rendues à se battre pour un crayon? Puis là, je me disais, mais c'est pas drôle. Là. Oui, mais un peu quand même. Tu sais, je me disais, hey, là, moi, j'ai des gens qui sont dehors, qui manifestent depuis 3 mois, puis là, je suis en train de regarder 2 ministres en train de se battre pour un crayon puis un tableau blanc. C'est quand même... On va aller loin dans les négociations. Ben, c'est ça, je me disais, ça va lever haut, ça, la négociation-là. Dans le fond, ils ne voulaient pas négocier. Non, ils ne voulaient pas négocier. Ils voulaient nous occuper. Ce que le gouvernement avait compris, à chaque négociation, il y avait une baisse, en fait, de la mobilisation, une diminution des taux d'approbation des grèves ou des reconduites des grèves. Donc, nous, on devait faire un travail là, titanesque pour essayer de maintenir à chaque fois. Ouais. Donc, parce que les étudiants ne veulent pas négocier. Regardez, ils retournent, ils manifestent. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, je me souviens justement quand il y avait eu cette table-là là, avec les leaders syndicaux, puis les directions d'établissements, puis tout ça. Moi, ça avait tout pris, en fait, de me convaincre d'aller m'asseoir. Je ne crois pas à la chaise vide, sauf que d'aller jouer la comédie, de perdre le terrain, puis de perdre cette pression-là, je voyais bien que ça avait un coût. Ça jouait contre, ouais. Et ça avait pris... je me souviens, j'avais parlé beaucoup avec Régent Parent, que j'avais dérangé pendant qu'il était au théâtre avec sa femme. En disant, là, j'ai Michel qui m'appelle sur l'autre ligne, Michel Arsenault, je veux pas y répondre, parce que je sais qu'il va m'obliger à y aller, puis bon. Puis il m'avait dit, mais là, Martine, la chaise vide, ça fait pas partie de tes valeurs, puis en tout cas, bref. Pourquoi est-ce que le mouvement syndical n'a pas venu à ça? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Peut-être que les étudiants se sont sentis assez grands, assez matures, assez adultes pour conduire leur affaire ensemble. Ils ont sûrement demandé des conseils à quelqu'un, mais l'ensemble, les têtes dirigeantes du mouvement syndical ne l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas vu venir. Ils ont embarqué en chemin, embarqué dans la parade à un moment donné. Mais c'est pas eux autres qui avaient organisé la parade. C'est pas eux autres qui étaient les têtes dirigeantes de la parade. Ils ont embarqué dans la parade, il n'y avait pas le choix. Aussi conseiller, vous avez parlé de M. Arsenault. Oui, bien c'est sûr. C'est-à-dire que rapidement, quand j'ai été élue, on est allé rencontrer des organismes, des syndicats, des gros syndicats. Tous les gros syndicats, on leur a parlé. À ce moment-là, c'était... je me souviens, c'est Claudette Carbonneau qui quittait en fait la CSN, c'est Louis Roy qui arrivait. À la fin, en 2013, c'est Jacques Letourneau qui était là. Mais au départ, c'était Louis Roy. Donc, et je les avais tous rencontrés pour, en fait, 3 objectifs. Leur dire qui j'étais, leur dire ce qu'on s'en allait faire, puis leur dire que j'avais besoin d'eux, mais que je voulais pas qu'ils soient devant. Qu'ils n'allaient pas venir sur la scène, qu'ils n'allaient jamais parler devant les étudiants. Mais qu'ils seraient en appui. Mais qu'on les voulait en appui, que s'ils voulaient nous aider, parce qu'on, tu sais, des fois, des pancartes, acheter du bois pour tenir des pancartes. Là. Donc, si vous voulez, comme... nous subventionner, voici un plan de subvention, vous pouvez nous donner 10 000 $, puis on va payer des autobus à Sherbrooke, puis à Rouyn-Noranda, puis... Donc, on avait comme un plan de financement pour les syndicats.
Ça a bien fonctionné. Et c'est devenu aussi des conseillers. Ben, en fait, pas tant. C'était pas tant des conseillers, mais c'est sûr que dans certains moments, eux recevaient aussi une pression. Je veux dire, quand vous avez un mouvement qui, de février à septembre, est dans la rue, se mobilise, etc., puis eux, ils s'en allaient faire des négociations de conventions collectives, puis que le mouvement, mettons que ça fait 6 mois là, qu'ils sont dans la rue, ça aboutit pas. Qu'est-ce que ça va prendre pour négocier une convention collective avec un gouvernement comme ça? Donc, il y avait quand même une crainte du côté syndical que le mouvement s'effondre, ne tienne pas gain de cause, puis à ce moment-là, la pression qui serait mise au niveau syndical. Donc, il y avait... Je pense qu'il y avait comme une saine pression qui nous mettait, mais j'avais pas Michel ou Régent pour savoir comment gérer mes affaires. J'avais ça tout seul. Mais c'est sûr que dans certains cas, comme c'est ça, Michel, je sais qu'il m'appelait pour me mettre de la pression pour que j'aille négocier. Mais lui, il s'en allait sur la table. Là, mais une chance qu'ils ont été là, ceci dit, dans cette négociation-là, parce qu'il y a eu Victoriaville où ça a quand même brassé fort avec le Congrès libéral. Puis les ministres ne voulaient absolument pas revenir à la table. C'est les leaders syndicaux qui leur ont dit « Vous ne pouvez pas quitter la table. Vous ne pouvez pas. Ça doit se terminer. » C'est eux qui sont allés chercher. Alliés, donc, ça a été des alliés totalement. Mais c'est sûr qu'on avait de la pression constante. Là, au budget de 2012, là, Michel me disait « OK, là, c'est fin fun. Là, le chat est monté dans l'arbre, mais comment tu vas faire pour le faire descendre? » Écoute, Michel, laisse-moi travailler. J'ai un plan. Puis plus ça avançait, puis moins le plan était viable à part des élections. Il n'y avait comme pas vraiment de... C'est qu'on passe plus n'importe quel sapin aux jeunes. Là. Ils sont plus instruits. Hein. Les gens, il y en a plus jeunes maintenant qui sont universitaires, là, qui ont fini leur cégep au moins. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Alors, on ne passe plus, veut dire, des sapins comme on veut. Là. Vous avez été amené à rencontrer le premier ministre, justement. Oui, on l'a rencontré. On a rencontré le premier ministre totalement. Puis, en fait, j'ai une image de Jean Charest assis là, avec son veston vert, un peu tout croche sur le côté, à nous demander de nous présenter alors qu'il nous connaissait. Puis à s'étonner que Gabriel n'était pas sur la table de négociation. Puis je me disais, mais franchement... Puis il restait là 15 minutes. Là. Clairement, il regardait son heure. Ça faisait 15 minutes, c'était assez. Là, il pouvait sortir et dire aux médias qu'il nous avait rencontrés. Mais ça n'a rien donné. Ben non, il n'est pas venu. Non, parce que tu sais, on lui posait des questions. Je me suis dit, bon, on a le premier ministre, on va lui poser des questions, on va y aller. On avait des choses préparées. Nous autres, on avait des chiffres, on avait des plans, on avait fait nos devoirs, on avait regardé des programmes qui étaient inutilisés par le gouvernement, qui coûtaient des millions de dollars. On vous en voulait des millions, en voilà des millions, on va vous les. À coup nul! On va vous gérer si vous n'êtes pas capable de le faire. Puis on savait qu'on avait des bonnes données, en fait, au point où... c'est ça. Puis à ce moment-là, ils nous avaient dit « Ah, vous gérez ça avec Michel. » OK. Fait que, Michel Courchaine. Donc, tu sais, c'était pas... Il n'était pas là pour ça, puis il voulait pas, en fait. Ça ne les intéressait pas de régler quoi que ce soit? Ça les intéressait pas. Non, pas du tout. Puis nous, on avait des chiffres, on savait, là, tu sais, à un certain moment donné, je me souviens, ils font venir un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Puis là, on se rend compte qu'il manque comme 2 millions de dollars dans son calcul. Puis qu'on me dit, il manque 2 millions de dollars dans votre calcul. Puis là, en plus, c'est sur une feuille, là, lignée à la mine, avec des photocopies. Je suis voyons. Puis là, il manque 2 millions. Puis là, il dit, oui, effectivement, on m'a dit de retirer 2 millions, puis vous vous en rendiez pas compte. C'est super insultant. Donc, là, mon vice-président, à ce moment-là, il fait « Mais là, vous êtes des voleurs, que c'est ça? Ouais. » Non, bref, une autre table de levée. Mais puis, je me souviens, c'est ça, Michel Courchaine qui me dit « Mais Martine, c'est toujours comme ça. Quand on demande des chiffres au ministère, je dis « Bien là, après ça, vous vous étonnez que ça fonctionne pas bien en éducation. » Je dis « Moi, à la FERC, là, j'ai un de mes vice-présidents qui m'amène une feuille lignée avec un petit papier, alors que ça fait 24 heures que j'attends. Là. Je l'accepte pas. Donc, je comprends pas que dans un ministère, vous acceptez ça. Donc, clairement, on est dans des trucs de... Oui, c'est le desbouffe. Ah oui, on est dans une pièce de théâtre. On est là pour jouer la comédie, faire belle figure devant les médias puis l'opposition qui talonne depuis plusieurs mois. Tu sais, même l'opposition, ça leur a pris du temps aussi de talonner là, au début. Il n'était pas très chaud à ce là. Les étudiants, ils étaient cohérents. Il y avait une espèce de fierté ou de front de bœuf que moi, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Nous, les étudiantes et étudiants, on pense que ça n'a pas d'allure. Puis on vous expliquer pourquoi ça n'a pas d'allure. Je suis pas sûre que j'étais brillante de même à 20 ans. Je trouvais que ça avait un front de bœuf. Et j'aimais ça. Et j'aimais ça parce que ce que ça disait, on pense que ça a du bon sens et on se tient debout pour ça. Mais quand on voit du monde se tenir debout, on a envie d'être avec eux autres debout. Pas envie de rester assis. Quand ça s'est mis à manifester fort dans les rues, quand l'anti-émeute s'en est mêlé, quand je me suis...
honnêtement, je me souviens, je pense qu'il y avait des gens de Concordia qui faisaient des lives avec ça. Oui, il y avait STU TV, je pense, Concordia University TV. Ouais. Je me souviens d'avoir suivi ça. Est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'on est en train de l'échapper? C'est sûr que à un certain moment donné, c'était très... c'est des manifestations spontanées, c'est pas des choses qu'on a organisées. Les campus commencent à s'essouffler aussi. Ouais. Il y avait quand même... C'est un drôle de moment. Il y avait beaucoup de création culturelle. On a qu'à penser à tout ce qui a été fait par la Montagne Rouge, entre autres, et tout ça. Il y avait beaucoup de choses. Il allait tapisser de rouge des parcs, il allait emballer des statues. Il prenait la ligne orange, il sortait à chaque ligne, il avait habillé de rouge, il rentrait. Il y avait vraiment comme... Il y avait quelque chose qui était très artistique dans tout ça. Ouais. Puis de l'autre côté, il y avait quand même des étudiants qui se disaient carré vert, qui étaient moins engagés, il y avait des confrontations sur les campus. Là, c'était moins... C'est moins le fun. C'était beaucoup moins agréable. Puis est arrivé, évidemment, la loi 78, là, qui nous empêchait de manifester, qui nous donnait des montants d'amende absolument incroyables, 200 000 $. Je me retrouvais personnellement dans une manifestation qui n'était pas annoncée 24 heures à l'avance à la police. En tout cas, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment pour scier les jambes du mouvement étudiant. Autant financièrement que structurellement, qu'organiquement. Mais c'est sûr que là, il y a eu un avant puis après. Puis là, il est arrivé des casseroles. Fait que ça a été comme ça a changé. En fait, c'était plus juste étudiants. C'était des casseroles pour essayer un peu de... Parce qu'il y a eu comme après la loi 78, il y a eu comme 3 soirs de manifestations très violentes avec des feux allumés au centre-ville et tout ça. Puis il est arrivé des casseroles, puis tout s'est comme calmé. Mais à 7 heures à chaque soir, très allumé. Donc, ça s'est calmé, mais bon. Puis, ça a pris comme, c'est ça, le restant de l'été, là, un peu plus tranquille, jusqu'à temps que les élections reprennent, où là, la loi 78 faisait qu'on ne pouvait pas organiser des manifestations, que c'était un peu compliqué, mais bon, on a quand même utilisé beaucoup de créativité pour être capable quand même d'être présent dans chaque... On a organisé nous-mêmes notre tournée de hot dog puis de blé d'Inde dans chaque campus universitaire. On invitait les gens, on leur expliquait comment changer leur adresse pour pouvoir voter à Sherbrooke puis à Rouyn-Noranda. Puis... dans le fond, vous avez... créativité, là, c'est vraiment le cas de le dire. On n'a pas le choix. C'est pas cette loi-là qui va nous arrêter. Non, exactement. On a créé... on savait qu'il y avait des élections qui s'en venaient, donc on a profité de l'été puis un peu de la baisse parce qu'on n'avait plus... Après la loi 78, il n'y a plus de possibilité de tenir des assemblées générales. La session est levée. On ne peut plus les retrouver. Donc, on avait profité des moments d'accalmie, de tournée, pour créer du matériel pour faire la campagne électorale, donc sortir le vote. On l'avait appelé « Faire la différence » avec du matériel électoral. Et il y avait eu une plainte qui avait été logée d'ailleurs par une députée de l'Outaouais, directeur général des élections, qui était venue voir notre matériel, puis qui en avait même été jaloux. Il trouvait que c'était du beau matériel pour mobiliser la jeunesse. Puis il n'y avait absolument rien de problématique. On avait suivi la loi électorale à la lettre. On était à la... Puis en fait, moi, on m'avait même dit, tu peux pas... Sur le matériel, on pouvait pas appeler à voter contre ou pour quelqu'un. Ouais. Mais moi, comme porte-parole, si on me posait la question d'entrevue, j'avais le droit de dire ce que je voulais. Donc, je me suis pas privée de le dire. Puis à ce moment-là, Léo était en campagne électorale. Gabriel, fin juillet, début août, a quitté son poste de porte-parole. Fait que j'étais toute seule. Donc, bref, dès que les étudiants, on voulait savoir ce qu'ils pensaient, mais c'était toujours moi. Fait que je pouvais comme pousser le vote, puis pousser le vote en disant, surtout, on vote pas pour ceux qui sont en faveur d'une hausse. La CAQ, les libéraux. Je parlais pas beaucoup de la CAQ à cette époque-là. Pour lui, il était pas important. Non, exact. C'est ça, c'était pas encore ce que c'est devenu. Mais on n'ira pas là. Non. Puis c'est des gens qui sont articulés, puis qui ont une vision, puis une pensée. Je pense qu'ils ont joué le camp de la mobilisation, ils ont créé le réseau, puis ils ont créé, dans le fond, le noyau nécessaire pour qu'une machine puisse marcher. Il faut un message, une revendication qui interpelle les gens. Alors, les étudiants l'ont eu, et à partir de là, petit à petit, ça a grossi. Quand vous regardez ça avec la distance, est-ce qu'on peut considérer que vous avez gagné quelque chose? Ah, totalement. Non, mais moi, je n'ai aucun doute. 2012 a été, suite aux élections, on s'entend, a été un gain sur toute la ligne. C'est-à-dire, la hausse des droits de scolarité de 75% a été abolie. Et il y avait aussi à ce moment-là la loi 78. Par le Parti québécois qui a été élu. Oui, totalement. En fait, moi, j'ai reçu le 4 septembre 2012, c'est l'élection. C'est aussi mon anniversaire.
Et le 5 septembre... C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et le 5 septembre 2012, en fait, on a reçu l'appel du cabinet de la première ministre élue qui nous disait, écoutez, on va annuler la hausse et le premier mandat que le gouvernement va faire, la première chose que le Conseil des ministres nouvellement élu va faire, c'est annuler la hausse, abolir la loi 78. Il n'y a pas eu d'autres moments tellement dans l'histoire de la vie étudiante au Québec depuis la Révolution tranquille là, qui a causé autant d'émoi et qui a causé autant de succès pour le mouvement étudiant. En fait, de succès, non. Peut-être 2005. 2005, quand même, sur les 103 millions, il y avait eu... C'était les bourses du millénaire à ce moment-là, au niveau du Canada, qui avait été aboli. Le gouvernement du Québec ne voulait pas réinvestir dans les prêts et bourses. Puis le mouvement étudiant s'était mobilisé. Il avait même généré une étude, puis il avait réussi à faire transférer 103 millions de dollars dans les prêts et bourses pour soutenir. Mais il n'y avait pas eu une grande mobilisation. Non. Puis à ce moment-là, il y avait eu plein d'événements internationaux en même temps que les mobilisations. Yasser Arafat était décédé comme le 22 mars 2005 à ce moment-là. Donc, on oublie ça. Là. Il y avait comme vraiment quelque chose de... C'est ça qui est arrivé à chaque fois, qui faisait que les mobilisations étaient un peu éclipsées. Mais il y avait eu autant quand même de grèves et tout ça, mais pas aussi long, évidemment. Ça s'était fini à la fin du mois de mars. Il y avait une entente, il y avait une négociation. La FEUC avait laissé tomber l'AC à ce moment-là, ce qui avait créé comme beaucoup de bisbées par la suite en mouvement étudiant. On parle de l'histoire du mouvement étudiant, là. Tout part de 2005. Puis sinon, on doit revenir, c'est ça, 68 peut-être, là, parce qu'on nous avait beaucoup comparé avec comme Louise Arel, Gilles Duceppe, qui s'était à ce moment-là mobilisé puis qui était à la tête des... eux, ça s'était soldé dans un échec cuisant, en fait. Je me souviens pas vraiment. Il avait pas réussi à avoir gain de cause malgré des mobilisations, des occupations de locaux et tout ça. Puis je me souviens d'avoir discuté avec Louise Arel qui me disait « Faites attention pour pas que les gens se radicalisent » parce que dans ce temps-là, je pense que c'est Gilles Duceppe qui était devenu communiste ou marxiste-léniniste, je ne sais trop lequel des... en 2012, il y a moins de chances que ça arrive. Mais j'avais trouvé ça quand même, je me disais ça l'avait marqué au point où il me disait « Fais attention, il peut y avoir un risque. » Et c'est vrai que les gens quand même se radicalisaient, mais ils se radicalisaient pas comme dans les années 70, c'est-à-dire ils se radicalisaient par rapport à leur rapport avec la police ou le contrôle ou les... Donc, c'est une radicalisation qui était, je dirais, plus physique là, que politique. Les gens les ont souvent traités de bébés gâtés, qui étaient corporatistes, ils défendaient juste leur petit point de vue. Mais quand on les écoutait parler, il y avait quand même des dimensions sociales. C'est sûr que dans un mouvement comme ça, il y en a qui vont suivre pour des intérêts particuliers. Mais par contre, moi je pense que ça a peut-être ouvert les yeux à beaucoup de jeunes qui ont quand même fait des gains là, dans leur opération là, de frais de scolarité. Ils n'ont pas tout obtenu, mais ça, moi j'ai fait du syndicalisme toute ma vie, puis j'ai jamais rien tout obtenu. C'est la théorie des 10 pas. T'en as un petit peu, tu gagnes, tu dis la prochaine fois on va faire un pas de plus. De tout ça, là, qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui? Quand vous regardez toute cette période-là, quelle impression ça vous laisse? En fait, c'est une impression de grande fierté, parce que, comme je l'ai dit, on a réussi sur toute la ligne nos objectifs. Fait que pour moi, ça reste une grande fierté. Puis, j'en parlais. On se disait, on ne pourra jamais nous enlever cette réussite-là. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dans une vie qui cherchent à accomplir quelque chose d'important ou de laisser leur marque. Je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'à 31 ans, parce que j'ai eu 31 ans le 4 septembre 2012, à 31 ans, j'ai fait cet accomplissement-là. Ça ne veut pas dire qu'après ça, il n'y a plus rien d'autre pour moi puis que je ne peux pas rêver plus grand puis plus... Mais... Tu sais, je me dis, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est une grande fierté. Puis c'est une fierté de l'avoir partagé avec des gens avec qui sont aujourd'hui une partie de ma famille élargie. Et pour moi, c'est des gens que je côtoie encore régulièrement. Donc, pour moi, ça a été comme, c'est ça, une grande fierté, un sentiment de solidarité très fort, puis d'attachement aussi très fort, autant avec ces gens-là. Là. Quand on dit des gens, là, on parle de Gabriel, de Léo? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. En fait, Léo et Gabriel, pour moi, je les croisais très peu. C'était des gens que je croisais devant les médias. Léo plus, là, évidemment, parce qu'on était des fédérations. Mais Gabriel, à part dans les médias, on ne s'est pas vraiment parlé. Je ne le côtoyais pas du tout. Mais non, vraiment pas. Mais non, c'est vraiment...
Les gens, c'est vraiment mon équipe. Là, c'est Yannick, c'est Rita, c'est Ariane, c'est Laurent, c'est Maxime, c'est David, puis c'est Tommy. Pour moi, 10 ans plus tard, c'est encore... C'est des gens que je côtoie régulièrement. Donc pour moi, c'est la fierté, mais aussi c'est la création d'un attachement profond avec des gens qui ont été comme importants, significatifs pour moi, puis qui c'est ça. On ne travaille plus ensemble du tout, personne. Mais on a ce lien-là. En fait, c'est un lien qui est impossible à défaire, là, peu importe. On n'en parle pas tous les jours, on n'en parle jamais en fait, de 2012, mais ça reste comme ce qui nous rattache. Ouais. Puis c'est sûr que ça m'a coûté énormément au niveau personnel et professionnel. Il y a énormément de portes qui sont fermées, des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je faisais, puis qui pour eux, je reste la radicale, c'est ça, exact. Mais pour d'autres, c'est ça. C'est le contraire. Exact. Le mouvement étudiant s'est trouvé lui-même dépassé par l'ampleur de la mobilisation. Puis je vous dirais que le mobilisateur en chef, c'était Jean Charest. Par sa façon de les traiter comme des enfants, d'aller sur l'individu. Hein, là, oh oui, mais toi, tu veux suivre tes cours, ben là, tu vas t'en aller devant le juge pour toi avoir ton coton. De mettre ça très, très, très individualiste, alors que les autres, les étudiants étaient dans quelque chose de global. Alors, ensuite, de vouloir les écraser par une loi en plus. Alors, je pense que c'est lui qui a été le meilleur agent mobilisateur. C'est quand même une carrière qui a été rapide, stimulante. Vous avez dit tantôt, on arrive à un moment comme 2012, puis on dit hey, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. C'est une réussite. Ouais. Est-ce que ce qui a suivi, ça... Ben, ça s'ajoute. Je pense que c'est comme du bénéfice de plus. Si je me souviens... par exemple, le sommet des femmes en 2016 m'a amené à rencontrer Brigitte Alpin, qui m'a amené à la Banque mondiale. Donc, je suis allée travailler avec elle à Washington. Je suis rentrée à la Banque mondiale, j'organisais un événement avec elle là-bas. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Il y a plein de... En fait, chaque moment a apporté m'a permis d'ouvrir une autre porte, puis d'avoir une autre expérience, puis de cumuler des rencontres extraordinaires, de rencontrer des gens extraordinaires, de faire avancer différents projets. Donc, moi, en fait, depuis 2012, ce que je dis, c'est que je suis extrêmement choyée d'avoir des portes qui s'ouvrent, puis d'avoir cette possibilité-là aussi de dire oui dans des moments où elles se sont ouvertes. Parce que des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, puis malheureusement, ça colle pas. 2012 a été un moment, je dirais, d'accomplissement très particulier que je pense pas que je vais être capable de répéter. C'est pas possible. Là. Je vois pas comment on peut comme refaire quelque chose comme ça. Mais, est-ce qu'on peut dire que ça donne de la confiance, par contre? Bien, c'est sûr. Je veux ouvrir les portes. En fait, c'est ça. Moi, je me suis toujours dit, je ne vais jamais nier 2012. Il y en a beaucoup dans mon entourage un peu éloigné qui ont décidé de juste camoufler ce qu'ils avaient fait en 2012. On avait un peu honte et tout. Mais pour moi, ça a été une école d'apprentissage fulgurante. 2012, autant un apprentissage des médias qu'un apprentissage concret là, de comment fonctionnent des organismes, puis une mobilisation, puis une structure, syndicaliste même, pour essayer de faire changer des choses. Comment on arrive à faire changer des choses, puis à faire bouger, en fait, des gens. Et j'en ai fait même une expertise. Donc, je ne pourrais jamais renier 2012. Puis pour moi, il y a un avant, puis il y a un après 2012. Donc, avant 2012, j'allais être prof d'université. C'était ça ma carrière, c'est ça mon objectif. Je travaillais très fort pour atteindre cet objectif-là. Peut-être pas assez, finalement. Et après 2012, ça a été... Ah non, moi, ce que j'aime, c'est diriger des organismes, structurer du monde, mobiliser du monde, amener des nouvelles façons de penser, s'assurer d'atteindre des objectifs politiques, puis d'amener comme... Donc, c'est ça, de faire avancer, en fait, des causes ou des organismes. Pour moi, c'est comme... qui touche mes valeurs, là, évidemment. Là. Peut-être aussi très générationnel, mais bon, moi, je veux vraiment, comme, c'est ça, travailler dans quelque chose à laquelle je crois. Quelque chose qu'on aime, mais aussi qui nous porte, c'est ça, qui fait qu'on veut continuer, en fait, de se dépasser pour cette organisation-là. Donc, c'est pour ça que j'ai... Fait que pour moi, 2012 a été un peu un créateur, en fait, d'opportunités. Puis le reste qui s'est produit après, c'est en continuité. Oui, totalement. Puis c'est des ajouts, c'est des rencontres qui, encore aujourd'hui, je me souviens, pour faire avancer certaines causes, on veut parler à un cabinet. Puis là, je fais, ben oui, mais je connais la personne qui travaille à ce cabinet-là, parce qu'en 2012, parce qu'en 2014, parce qu'en 2016. Donc, j'ai développé, en fait, un réseau assez incroyable depuis 2012. De gens impliqués ou investis, autant en politique, dans des organisations patronales ou ailleurs.
que j'ai croisés à différents moments, avec qui j'ai gardé des contacts plus ou moins rapprochés, mais qui sont toujours là pour m'aider à faire avancer quand même. Des dossiers. Donc, des dossiers, oui, exactement, ou répondre à certaines questions qu'on peut se poser, ou rétablir certains faits. Donc, il y a toujours, c'est ça, il y a toujours des gens que je connais dans différentes organisations, là. Donc, pour moi, 2011, 2012, 2013, là, mes moments à la Fédération ont été des moments de création de réseau assez expansionnistes. Ouais. Et ça a été un moment qui vous a créé... C'est pas vrai qu'on peut pas rien changer. Ça, c'est pas vrai, ça existe pas. Mais le lieu d'être réaliste, ça veut dire qu'il faut faire de quoi. Mais en même temps, sans perdre l'espoir qu'on peut changer quelque chose. Il y en a de l'espoir. Moi, je regarde les jeunes, là, puis il y a de l'espoir. La grève de 2012, là, n'oublions jamais. Parce que ça, c'est un bel exemple de mobilisation. Parce qu'ils n'ont pas fini juste avec la grève. Ils avaient ouvert sur le social. Et c'est ça qui a été merveilleux de lancer. Qu'est-ce qui motive Martine Desjardins aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive? Beaucoup de choses. Maintenant, je suis maman, donc ça en vient à la famille. Mais en fait, moi, ce qui me motive beaucoup, je dois dire, c'est m'assurer que les générations futures vont comme avoir quelque chose qui leur reste avec lesquels travailler puis rêver. Tu sais, moi, j'aimerais ça que je l'ai beaucoup vu avec mes nièces, je le vois avec mes enfants, mais tu sais, d'avoir un potentiel de réaliser leurs objectifs puis de se réaliser eux-mêmes, c'est ça qui me motive. Tu sais, je me dis, j'ai pris le comité de suivi parce que c'est travailler sur la DPJ, ça touche à ça. Travailler avec les médias, ça touche à la démocratie. Il y a comme la liberté d'expression. Tu sais, il y a comme vraiment, c'est ça. C'est des valeurs que je veux léguer aux générations. Puis autant 2012 pour moi a été un moment où justement, là, je pense que j'ai fait mon travail pour les générations futures. Autant je me dis, il y a d'autres pans sur lesquels j'aimerais ça. Il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs que j'aimerais que des générations futures puissent comme porter puis amener un peu plus loin. Là. Leur permettre de rêver puis de pouvoir de se dire qu'ils ont la chance de pouvoir accomplir eux aussi. Donc, un parcours atypique qui vous a amené du mouvement étudiant à d'autres organisations, le Mouvement national des Québécois, maintenant la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ce fut une discussion très intéressante, très enrichissante. Merci beaucoup, Martine Desjardins. Merci beaucoup.